Un rappel historique sur l'origine de la cicadelle. Donc la cicadelle, c'est un insecte qui vient d'Amérique du Nord, de la région des Grands Lacs, qui a été introduit en France, en Europe, au milieu des années du XXe siècle. Donc on a une suspicion peut-être d'en avoir trouvé dans le Gers un peu plus tôt, mais probablement l'introduction probable est au milieu du XXe siècle. Donc les analyses génétiques, donc le petit graphe en bas à gauche, montrent qu'on a une certaine proximité génétique de toutes les populations de cicadelles qu'on retrouve au niveau européen, ce qui laisse sous-entendre qu'il y a eu une introduction unique. Et donc c'est probablement au moment d'importation des bois pour les greffes, des porte-greffes, au milieu début des années du XXe siècle et milieu du XXe, qui ont introduit la cicadelle. Par contre, la flavescence dorée, le phytoplasme à proprement parler, c'est endémique au niveau européen. C'était présent dans d'autres plantes comme la clématite ou l'aulne, et probablement qu'on a eu un transfert de ces plantes clématite et aulne sur la vigne. C'était initialement relativement sporadique, et puis comme la cicadelle est arrivée, elle s'est bien entendue, on va dire, avec le phytoplasme, c'est ça qui a donné les situations épidémiques qu'on connaît actuellement. Donc la cicadelle, donc, a été introduite dans le sud-ouest de la France au milieu des années du XXe siècle, et ça s'est propagé très régulièrement dans toute l'Europe. Donc là, vous voyez les différentes vagues, ça s'est principalement propagé vers l'est régulièrement dans les années 70, plutôt sur le sud-est de la France. Les années 80, donc ça attaquait l'Italie et les pays d'Europe centrale. On a eu aussi donc, un développement vers le nord pendant les années 90, notamment en France, en Bourgogne. Donc c'était des vignobles dans lesquels on ne connaissait pas la cicadelle à cette période-là, et puis, dans les années 80. Et petit à petit, ça remonte. Donc elle colonise de nouvelles zones géographiques. Et donc plus récemment, dans les années 2010, donc on en a trouvé en Champagne. Donc pour l'instant, elle n'est pas du tout présente dans les vignobles les plus méridionaux, donc les plus au sud, parce que les hivers sont trop chauds. Et inversement, dans les vignobles beaucoup plus septentrionaux, les étés sont trop courts. Donc par rapport au cycle de la cicadelle, les conditions climatiques ne sont actuellement pas suffisantes pour entraîner son développement. Par contre, donc avec l'évolution climatique, probablement que la zone de propagation de la cicadelle n'a pas atteint son aire maximale, et elle devrait continuer à se propager dans les années à venir. Pour rappel, le cycle de développement de la cicadelle, donc on a une seule génération par an, ce qui est relativement confortable par rapport à la lutte, comme on le verra tout à l'heure. Donc on a 5 stades larvaires, donc les premières éclosions généralement se font fin avril, début mai, et petit à petit les populations s'installent dans le vignoble. Donc on est sur des larves relativement peu mobiles puisqu'elles n'ont pas d'ailes sur les mois de mai-juin. À partir de fin juin et tout l'été, on passe sur les adultes qui, eux, ont des ailes et du coup se propagent beaucoup plus facilement d'une parcelle à l'autre. Bon, je vous épargne les temps de développement, c'est pas très important. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement aux questions qu'on a souvent, donc les hivers froids ne tuent pas la cicadelle, puisqu'il faut savoir qu'elle vient, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est originaire de la région des Grands Lacs aux États-Unis. Donc les hivers sont beaucoup plus rigoureux que ce qu'on peut connaître en Europe. Donc les températures hivernales ont juste une influence sur la dynamique d'installation des populations. Donc comme le montre le graphe, oui, on n'a pas la souris. Bon. Quand on a des hivers froids, on a des éclosions qui sont un peu plus tardives, mais qui sont plus groupées. Donc on a moins de chevauchement de stades larvaires. Donc si on a des hivers chauds, comme on l'a par exemple dans le sud-est de la France, chaud ou doux au moins, les éclosions commencent un peu plus tôt et s'étalent beaucoup plus dans le temps. Ce qui peut avoir une incidence par rapport aux stratégies de lutte contre le vecteur. Donc en haut, vous avez les différents stades larvaires qui se succèdent dans le cadre d'un hiver froid. Donc ça, ce sont des résultats qui ont été obtenus en Suisse. Vous avez chaque stade larvaire donc, qui est représenté par une couleur donnée, chaque stade est relativement bref. Et inversement, donc, dans le graphe du bas, donc, le vignoble du Tessin, les hivers plus doux, on a des éclosions qui, comme je vous le disais, sont un peu plus précoces, mais chaque stade larvaire dure beaucoup plus longtemps.
De fait, dans les cas d'Hiverdou, on a des populations, enfin des stades larvaires qui se chevauchent, et selon le moment où on positionne le traitement, on va avoir des natures de population qui vont être différentes, donc potentiellement des efficacités de traitement qui peuvent être différentes. Donc la cicadelle à proprement parler ne pose pas de problème, puisque c'est un insecte qu'on retrouve très largement dans beaucoup de vignobles. C'est un insecte piqueur-suceur, donc qui ne pose pas de problème majeur. Il va commencer à poser un problème, bien évidemment, quand il va transmettre le phytoplasme, donc qui est l'agent infectieux de la maladie. Donc là, vous avez un schéma qui représente donc une cicadelle vue de coupe, avec son stylet, donc elle prend son alimentation dans une feuille de vigne. Les petits points, les petites étoiles oranges représentent le phytoplasme. Donc là, la cicadelle est présente sur une feuille de vigne qui est contaminée par le phytoplasme. Donc elle s'est alimentée sur cette feuille et le phytoplasme, entré dans son corps, se développe et met à peu près 30 jours pour se développer dans l'ensemble du corps de la cicadelle. Et au bout de 30 jours, on va avoir la cicadelle va pouvoir à nouveau transmettre la maladie si elle change de pied. Donc pendant 30 jours, c'est pour ça, entre l'éclosion et les premiers stades larvaires, on va dire que les cicadelles, même si elles sont contaminées, ne sont pas entre guillemets dangereuses puisqu'elles ne peuvent pas transmettre la maladie. À partir de 30 jours, c'est pas la virgule près, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Au bout de 30 jours, elle va pouvoir transmettre la maladie. Donc c'est pour ça que généralement, les premiers traitements obligatoires sont positionnés à ce stade-là. Un point extrêmement important aussi, c'est que les œufs ne sont jamais contaminés. Donc quand une larve, même si ses parents, on va dire, étaient contaminés par le phytoplasme, les jeunes larves, quand elles sortent de l'œuf, sont saines. Donc ce qui est aussi pris en compte dans les stratégies de lutte. Les relations entre le phytoplasme et le vecteur, donc là, je vais aller un peu vite, sur ce graphe-là, vous avez en pointillé noir des adultes, donc mâles ou femelles qui sont contaminés, donc qui sont sains, pardon, qui sont pas porteurs du phytoplasme, et les petits triangles et losanges blancs représentent des populations qui sont contaminées par la flavescence. Donc là, en abscisse, vous avez donc sur l'axe horizontal, vous avez le nombre de jours après les éclosions, et sur l'axe vertical, vous avez le taux de survie. Donc on voit que très nettement, les populations adultes, mâles ou femelles, qui sont contaminées par le phytoplasme, ont une durée de vie qui est beaucoup plus courte que les cicadelles qui sont saines. De même, on a un nombre d'éclosions. Donc là, on a en noir, sur ce graphe du bas, en noir les populations témoins donc qui sont saines, et les petits losanges blancs sont des cicadelles qui sont porteuses de phytoplasme. On a des nombres d'éclosions qui sont inférieurs, donc un taux de fécondité qui est inférieur pour les cicadelles qui sont malades. Donc globalement, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un effet négatif du phytoplasme sur la survie de la cicadelle, ce qui laisse penser, donc les spécialistes de la biologie des insectes, pour eux c'est évident que ça confirme bien que l'association entre la cicadelle et le phytoplasme est très récente. Donc quand on dit récent, c'est à l'échelle de l'évolution, on va dire. Donc ça confirme bien que la cicadelle et le phytoplasme se sont rencontrés très récemment, donc comme on l'a vu tout à l'heure, au milieu du XXe siècle en Europe. Rapidement également, donc il semblerait que donc là sur le graphe de gauche, donc on a en je sais pas, rose, on va dire, les individus femelles, et en bleu les individus mâles, et comment ça s'appelle, l'axe vertical présente le taux de la proportion de populations qui sont contaminées par le phytoplasme. Donc on s'aperçoit que très nettement, les mâles sont plus porteurs de phytoplasme que les femelles. Donc ça, c'est sur une étude américaine. Le graphe italien confirme sous une autre forme le même résultat. Et donc les chiffres qui viennent d'apparaître, donc une étude beaucoup plus ancienne au courant des années 60, montrent que les mâles transmettent plus facilement la flavescence que les femelles. Donc l'explication probable, donc ça ce sont des études beaucoup plus récentes, c'est probablement par rapport au mode d'alimentation
différents qui se différencient entre les mâles et les femelles. Donc, pour rappel, le phloème, hein, ce sont les tissus qui permettent la circulation de la sève élaborée qui est la nourriture principale de la cicadelle d'une part, et d'autre part, c'est uniquement dans la sève élaborée qu'on retrouve le phytoplasme. Donc concrètement, quand une cicadelle s'alimente dans le phloème, elle peut soit être contaminée par le phytoplasme ou au contraire transmettre le phytoplasme à une nouvelle vigne. Par contre, si elle s'alimente dans le xylème, on est sûr qu'elle ne puisse pas contaminer ou se contaminer par le phytoplasme. Donc là, on s'aperçoit sur ce graphe que les mâles piquent plus souvent que les femelles dans le phloème et que leur durée d'alimentation est également beaucoup plus longue que les femelles dans le phloème. Donc concrètement, ceci explique probablement le fait que les mâles transmettent plus facilement que les femelles le phytoplasme et la flavescence dorée. L'influence donc ça, rapide vue sur la biologie de la cicadelle. Donc on sait très bien, on est tous techniciens ou vignerons, on constate qu'on a des différences de comportement des différents cépages au vignoble. Donc là, les études qui sont réalisées par l'INRA de Bordeaux portent sur les principaux cépages qu'on retrouve là-bas. Le merlot qui est peu symptomatique et le cabernet sauvignon qui présente de nombreux symptômes, comme l'illustre cette diapositive, puisqu'on a en vert les pieds qui sont sains, donc sur deux parcelles qui sont deux parcelles mitoyennes. Donc le merlot, et en rouge, on a les pieds symptomatiques. Donc sur le merlot, on a, selon les parcelles, entre 1,3 et 6% des pieds qui sont malades. Alors que sur la parcelle qui est juste à côté, sur le Cabernet Sauvignon, on a plus de 90% des pieds qui sont symptomatiques. Et également, donc ça à l'échelle de la parcelle, si on regarde à l'échelle du cep, donc là ce graphe présente la proportion de chaque cep qui présente des symptômes. Donc sur le merlot, on s'aperçoit que souvent on a entre 25 et 50% du pied qui présente des symptômes, alors que pour le cabernet, on a souvent toute la souche qui présente des symptômes. Donc des études complémentaires ont permis d'essayer de comprendre pourquoi on avait ce genre de phénomène. Donc c'est ce qui est résumé dans ce graphe où on a inoculé artificiellement de la flavescence dorée dans différents cépages. Donc vous avez en noir les vitivinifera, en gris foncé les porte-greffes et en gris clair les vitis sauvages. Et donc on s'aperçoit, si on part de la gauche vers la droite, donc la gauche on a le sauvignon qui est très sensible, Cabernet Sauvignon qui sont très sensibles à la flavescence dorée. Et à l'opposé, à droite, on a les cépages qui sont peu sensibles, comme le merlot, la syrah ou la magdeleine noire. Et donc là, l'explication du constat qu'on a vu au vignoble avec des symptômes très différents, c'est sur le taux de multiplication du phytoplasme dans la plante. Donc, d'un cépage à l'autre, on a le phytoplasme qui se multiplie plus ou moins vite et qui explique l'extériorisation des symptômes. Pour finir, donc, un point sur les stratégies de lutte. Donc, là, je vous remonte un peu le pathosystème de la flavescence dorée, donc avec à gauche la vigne, le Scaphoidus titanus, donc l'insecte vecteur, et puis le phytoplasme. Donc, on a vraiment une interaction entre ces trois éléments qui nous donnent les épidémies de maladies. Donc, les stratégies de lutte actuelles reposent. Bon, je ne les ai pas hiérarchisés, mais dans un premier temps sur la lutte insecticide. Donc on élimine l'insecte vecteur. En parallèle, on essaie de détruire le phytoplasme par les traitements à l'eau chaude. Donc malheureusement, cette technique qui est extrêmement efficace, mais on ne peut la faire que sur avant plantation, ce n'est pas possible sur vigne adulte. Et la troisième méthode de lutte qu'il faut mettre en place, c'est l'arrachage des souches qui sont contaminées. Donc ça, c'est les dispositifs dont on dispose actuellement pour lutter contre la propagation de la maladie. Donc la recherche cherche, comme c'est fait, et donc essaie de trouver de nouvelles solutions pour notamment sortir du cercle infernal des traitements insecticides qui posent de nombreux soucis. L'une des voies qui est explorée, c'est la lutte comportementale.
Donc lutte comportementale qu'on connaît très bien dans la lutte contre les tordeuses de la grappe, puisque c'est la confusion sexuelle. Donc c'est une technique qui est basée sur la diffusion de phéromones dans l'atmosphère, une technique qui est relativement efficace. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser directement cette technique sur Scaphodeus titanus, puisque la communication entre les individus ne se fait pas du tout par des phéromones, mais par des ondes vibratoires. Donc en fait, c'est de la famille, la cicadelle, c'est un peu de la famille des cigales. Donc les communications se font par ondes. Donc des recherches, notamment en Italie, sont réalisées pour essayer de comprendre les communications qui sont faites entre les cicadelles. Donc bon, je vous épargne les détails. Donc ils ont réussi à enregistrer des communications entre les mâles et les femelles. Donc, ce qui permet effectivement, les communications vibratoires permettent aux mâles et aux femelles de se rencontrer et, si tout va bien, de s'accoupler, quand il y a bonne entente. Donc, la technique qui est envisagée, bien évidemment, comme pour la confusion sexuelle, c'est de trouver une technique pour perturber ces conversations entre les mâles et les femelles et limiter les rencontres. Donc les Italiens ont trouvé une technique donc, de confusion vibratoire. Donc ils accrochent un petit boîtier qui fait vibrer un fil porteur, donc qui transmet l'onde de proche en proche. Et donc ils ont réalisé une étude, donc, comme vous le voyez, en plein champ, où ils ont mesuré le taux de cicadelles vierges de 1 mètre jusqu'à 9,40 m au-delà des diffuseurs. Donc le petit bâtonnet gris clair, c'est le témoin. Donc on s'aperçoit que quand on ne fait pas de confusion vibratoire, on a à peu près 20% des femelles qui sont vierges, donc qui ne sont pas fécondées. Par contre, dès qu'on met en œuvre de la confusion vibratoire, on arrive jusqu'à au-delà de 80% de femelles vierges, voire 100% quand on est entre 3 et 5 mètres. Donc cette technique fonctionne très très bien. Il y a actuellement le gros souci, bien évidemment, c'est le transfert à l'échelle du vignoble. Donc, une autre technique qui est envisagée, c'est la technique qui est utilisée sur d'autres ravageurs, du push-pull. Donc push en anglais, c'est je pousse les insectes de la culture que je veux protéger et je les attire sur une autre culture ou sur un autre environnement qui ne pose pas de problème de transmission de la maladie. Là, il y a des essais qui ont été faits en petite cage pour tester différents produits qui pourraient repousser la cicadelle. Donc, il y a différents produits qui ont essayé de rendre la culture moins attractive en perturbant la reconnaissance visuelle. Donc ça, ce sont les 4 premiers produits qui ont été testés, soit en perturbant la prise alimentaire et donc en donnant un mauvais goût, on va dire, à la vigne. Donc là, c'est notamment l'huile de Nîmes qui a été testée. Et puis le dernier point, c'est mettre en place une barrière physique qui repousserait les cicadelles. Donc statistiquement, dans ces essais, seule la dernière technique, donc la pulvérisation d'argile kaolinite calcinée sur les plants de vigne, ont eu une efficacité et ont diminué significativement les populations de cicadelles. Donc ça, c'est à l'échelle du laboratoire. L'une des autres techniques, je vous épargne le dispositif expérimental, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, si la cicadelle pique dans le phloème, elle peut transmettre la maladie. Par contre, si elle pique dans le xylème, on est sûr qu'elle ne transmettra pas la maladie. Donc là, l'objectif, c'est de trouver des techniques pour pour transférer la prise d'alimentation du phloème vers le xylème. Et ça, il semblerait, encore une fois, pas directement sur Cicadelle flavescens dorée, mais sur d'autres insectes, que cette technique fonctionne. Donc, je passe. Donc, en résumé, actuellement, on a ces stratégies relativement simples. Et dans l'avenir, on pourrait envisager en plus de mettre en place la lutte comportementale par les diffuseurs de vibrations, de bloquer la transmission, notamment en changeant les zones de prise d'alimentation. Et puis, une technique que je n'ai pas montrée ici, c'est de bloquer la reconnaissance vecteur phytoplasme, c'est-à-dire que de modifier
de modifier les protéines de reconnaissance entre les pièces buccales de la cicadelle et du phytoplasme. Et du coup, la cicadelle ne pourrait plus ingurgiter le phytoplasme, et donc on mettrait fin à la transmission de la maladie. Dernière voie envisageable, c'est l'amélioration variétale, puisqu'on a vu qu'il y avait des cépages qui présentaient beaucoup moins de symptômes que d'autres. Il y a peut-être une voie à explorer dans ce sens. Quoi qu'il en soit, donc ça j'ai emprunté la diapositive à Madame Éveillard de l'INRA, quoi qu'il en soit, on n'aura jamais un seul moyen de lutte pour lutter contre la flavescence dorée. Je pense que la diapositive l'illustre bien, un cumul de différentes approches qui permettront d'enrayer la propagation de la maladie.